Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc nous sommes confrontés à cette énigme de la symétrie finale. Donc regardons la solution que nous avons sous les yeux, si on peut dire. On a un état initial dense et chaud, d'entropie faible, qui entre en expansion, qui voit sa température chuter, son entropie augmenter. C'est ce qu'on appelle communément le Big Bang. Si on prend la solution inverse, ce que l'on a, c'est un univers qui rétrécit, un Big Crunch, jusqu'à entrer dans un état dense et chaud. La taille diminue, l'entropie diminue. C'est la solution exactement inverse. Cette solution, techniquement pour les équations, est tout aussi valide. En fait, nous définissons le passé et le futur avec l'entropie. Dans les deux cas, nous avons un état dense et chaud de faible entropie que nous appelons passé et un état très dilaté de forte entropie que nous appelons futur. Pour les deux cas. Donc en réalité, c'est la même solution. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est la même chose. Donc il n'y a est-ce que cela impliquerait-il qu'il n'y ait qu'une seule solution possible? La réponse est non. Hélas, ça serait trop beau. Ça serait trop simple. Par exemple, si la première solution, un état de Big Bang, si à un moment donné, lors de cette expansion, celle-ci s'arrête, ralentit, s'arrête, puis se met à rétrécir. C'est une solution qui a déjà été envisagée par les cosmologistes. À ce moment-là, elle commence à rétrécir, mais l'entropie, qui était faible, continue à augmenter. Le film ne se déroulerait pas à l'envers. Au moment où l'univers se mettrait à rétrécir, on ne verrait pas les plongeurs sortir de l'eau, remonter sur leur plongeoir, des verres cassés se reconstituer spontanément. Donc, dire un Big Crunch implique une diminution d'entropie, non, c'est pas nécessairement vrai. D'ailleurs, l'entropie croît assez peu dans l'univers. Le calcul sur l'expansion, la cosmologie et la relativité générale montrent que l'expansion est adiabatique, c'est-à-dire pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, ce qui est logique puisque l'univers c'est tout, et isentropique, d'entropie quasiment constante. L'entropie, en fait, ne croît que localement. Lorsque des nuages de gaz s'effondrent, qu'ils se forment des étoiles, qui vont consommer de l'hydrogène, quand un homme met une goutte d'encre dans de l'eau, etc. Toute croissance est locale. Et elle ne dépend donc pas de l'expansion ou de la contraction de l'univers dans son ensemble. Il existe donc bien différentes solutions. Et la question, le début est dense, de température élevée et d'entropie faible. Pourquoi? Cette question subsiste. Voyons un peu l'univers comme un tout, l'ensemble. Quand l'univers est grand, il y a beaucoup de place pour les particules, ce qui veut dire beaucoup d'états possibles. Grand nombre d'états, grande entropie. Le début est compact, il y a peu de place, peu d'états possibles, entropie faible. J'ai déjà vu ce genre de raisonnement. Est-ce exact? Mais non, c'est faux. C'est faux parce que le début, la température est beaucoup plus grande à cause de la compression. Et donc, cela implique que plus d'états sont accessibles, les particules peuvent avoir plus d'énergie possible. Et quand la température est très basse, les particules ne sont pratiquement jamais que dans leur état de base. Ça fait moins d'états accessibles. Les deux se compensent, d'où le fait que l'expansion est globalement isentropique, en réalité. Donc, pas de solution de ce côté-là non plus. Et que dit la mécanique quantique? Alors, la mécanique quantique dit que l'entropie augmente avec la décohérence. C'est-à-dire le fait que les particules s'intriquent mutuellement avec leur environnement. Donc le début d'entropie
extrêmement faible, correspond à un ensemble de particules pratiquement indépendantes ou indépendantes, qui n'ont pas interagi ou pas encore interagi entre elles, parce que c'est le début. Donc pas d'interaction, pas d'intrication, entropie faible. Et la question c'est pourquoi est-ce ainsi? On ne peut pas dire en fait parce que c'est le début. Effectivement, le début n'ont pas eu le temps d'interagir ensemble, mais non, c'est un raisonnement circulaire, puisque on l'appelle début parce que l'entropie est faible. C'est nous qui identifions le label passé, le début, parce que nous sommes dans un flux d'entropie croissante, que nous identifions au passé futur. La solution actuelle qui décrit l'évolution de l'univers semble bien être sans Big Crunch. L'expansion est assez rapide pour échapper, ou en tout cas très limite, juste la limite, pour échapper à Big Crunch. De plus, nous observons une accélération d'expansion qui n'est d'ailleurs pas encore trop bien comprise, qu'on appelle parfois énergie noire, et donc qui amplifie cette accélération. Donc il semblerait que l'univers s'achemine vers un état de plus en plus grand, de plus en plus vide, de plus en plus mort, et non pas vers un Big Crunch. C'est ce qu'on appelle une expansion éternelle. Cela implique que c'est plus simple, parce qu'en effet, la solution inverse correspond à une contraction d'un univers infiniment vaste, ou pas infini, mais non borné, et qui se contracte de tout temps, depuis l'infini temps, le temps passé infini, jusqu'à un état final dense et chaud. C'est la solution inverse. Et là, on a deux solutions. Ou bien on dit dans cette solution inverse, l'entropie diminue. Dans ce cas-là, on n'a fait que faire T moins T dans les équations. C'est comme avec notre Big Bang, Big Crunch au tout début de cette vidéo. C'est en fait la même solution. Soit on dit c'est une autre solution avec une entropie croissante. Mais elle croît localement dans les phénomènes, interactions entre particules, autre chose, de toutes sortes. Et cette interaction, cette augmentation d'entropie, a priori, n'est pas limitée. Elle est forcément discrétisée, d'ailleurs, à cause de la quantification des états. Et donc, elle finit, à cause toujours de cette quantification, par atteindre une borne maximale, une entropie maximale. Et comme les états sont quantifiés, le nombre d'états fini, cette borne est atteinte en un temps fini. Donc, l'univers ne peut pas se contracter depuis un temps infini, avec une entropie minimale, pour arriver à l'état actuel. Il ne pourrait être que dans un état d'entropie maximale. Donc, cette solution est une solution avec entropie maximale tout le temps. Donc, cette solution ne marche pas. Et donc, il ne reste qu'une seule question. Pourquoi l'état de l'univers dense et chaud, qu'on l'appelle début ou pas, peu importe, cet état dense et chaud, pourquoi est-il d'entropie faible, avec une intrication faible entre les particules? Parce qu'il pourrait y avoir une même solution dense et chaud avec une entropie élevée, et tout le temps. Ce serait un chaos permanent. Donc, la seule question qui reste, en réalité, c'est pas tant ce début d'entropie faible, mais c'est pourquoi l'univers est-il structuré, avec des galaxies, des étoiles, des êtres humains, et pas juste du chaos. C'est parce qu'il y a cet état possible, dense, d'entropie faible, la solution inverse d'expansion éternelle ne marche pas, de contraction éternelle ne marche pas. C'est ce qui permet à cet univers d'avoir une entropie lentement croissante et un univers qui se structure, dans lequel nous sommes apparus. S'il n'était que chaos tout le temps, nous ne serions pas là. Donc pourquoi n'est-il pas que chaos? Alors, on va continuer à y réfléchir, on va envisager diverses possibilités, mais nous allons faire un retour sur les violations des symétries. C'est quelque chose qui nous sera utile plus loin dans nos raisonnements.
Une symétrie n'est pas nécessairement toujours violée, toujours brisée. Elle peut être respectée dans certaines circonstances et violée dans d'autres circonstances. Elle peut être violée par une influence extérieure. Par exemple, si je prends un atome et que je mets une machine qui applique un champ magnétique pour étudier diverses propriétés, comme ce qu'on appelle par exemple l'effet Zeeman, l'émission de rayonnement par un atome plongé dans un champ magnétique, à ce moment-là, mon champ magnétique impose une direction privilégiée, il brise une des symétries, la symétrie par rotation de cet atome. On l'a imposé extérieurement. Une autre possibilité, c'est d'avoir une brisure de symétrie spontanée. Et ça, c'est encore plus intéressant. Pour l'illustrer, je vais donner quelques exemples. Et on va commencer avec un exemple ici, très simple. Donc, supposons qu'on ait une colonne verticale. On va la supposer vraiment bien verticale, bien droite, polie au maximum, pas de défaut, pas d'altération sur les côtés, vraiment bien droite. Et on applique une force verticale dessus. Parfaitement verticale. À ce moment-là, sous cette force, si on l'augmente, la colonne va avoir tendance à se tasser. Non plus une force de plus en plus grande. Elle va s'écraser. Des petits défauts vont apparaître, et à moins d'avoir une colonne particulièrement trapue, mais si on a une colonne assez allongée, un peu comme les poteaux téléphoniques ou les poteaux d'éclairage ou de lignes électriques, à un moment donné, la colonne va brusquement se plier avec une force très grande. Elle va littéralement se croquer. C'est ce qu'on appelle le flambement. La colonne flambe. Un phénomène qu'on étudie beaucoup en physique de résistance des matériaux pour la construction de ponts, de choses comme ça. Il ne s'agit pas de voir les colonnes d'un pont se mettre à flamber. Et donc elle plie dans une certaine direction. Une direction privilégiée. Au début, on a une symétrie parfaite. Une symétrie par rotation. Si on se met au-dessus du piquet, c'est parfaitement symétrique dans toutes les directions. Mais dès qu'il plie, il y a une direction privilégiée, la symétrie par rotation est brisée. Cette direction dans laquelle il se produit est aléatoire. Elle dépend en fait, ici, nous aurons d'autres cas plus tard, elle dépend en fait de détails microscopiques. Des petits défauts atomiques, sous l'écrasement, un atome qui se déplace, puis ça s'amplifie, et boum, ça flambe. Une telle brisure de symétrie est appelée brisure spontanée de symétrie. La direction dans laquelle elle se produit est aléatoire et la symétrie initiale n'est plus respectée. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons d'autres exemples qui nous permettront d'une part d'introduire une énergie associée à cette rupture de symétrie importante, quelque chose d'important, et également d'introduire des cas où la direction privilégiée ne dépend pas de détails microscopiques, mais réellement une symétrie spontanément brisée. Avec notamment la théorie électrofaible et l'introduction des masses. Et tout cela nous donnera des clés qui nous permettront d'envisager différentes réponses à la question « Pourquoi l'univers n'est-il pas que chaos ? Pourquoi a-t-il un état dense d'entropie faible qui permet la structure de l'univers ?» Je vous remercie.